c'est le premier pays d'Amérique du Sud à avoir eu un réseau public de trains. Qu'ils ont payé cash aux Anglais. Voilà. Cette volonté-là, elle montre qu'il y a un fort enjeu économique. Le but, c'est d'avoir justement un centre à nouveau dynamique et de faire plein de projets, plein de croissance dans cette zone-là. Je crois qu'ils ont réduit de 60% le taux de pauvreté sur le Paraguay sur les 10 dernières années. Alors c'est pas ça exactement, mais c'est un chiffre énorme. Hola, bienvenue sur la chaîne de Résident Paraguay. On se retrouve avec Matt comme d'habitude et aujourd'hui on va parler de deux choses différentes. On va commencer avec un plan d'urbanisme du centre historique d'Asunción. C'est ça. Prévu pour 2036. Alors, je donnerai les détails après. Tu donnes les détails date butoir, effectivement. C'est ça. Et puis après, on a eu pas mal de questions sur la création de sociétés ici au Paraguay. Comment ça se passe? Quelles sont un peu les différentes entreprises qu'on peut potentiellement ouvrir? Donc, on va vous donner notre retour d'expérience parce qu'aujourd'hui, on a ouvert 2 sociétés ici. On accompagne les gens dans l'obtention de leur résidence fiscale, etc. Donc, on vous fera un petit débrief. Ouais. Tu commences avec la news? Ouais. Parce que tu l'as vu ce matin en plus. Hier soir, je te l'ai envoyé. Soir, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est donc un plan un peu de rénovation du centre historique. Donc effectivement, il y a cette date butoir. Alors attends, que je dise pas de bêtises, 17 août ou 15 août 2037. Ça, c'est la date butoir. Non, en fait, c'est les 500 ans d'Asunción. Ah oui, c'est ça, les 500 ans d'Asunción. Donc ils voudraient faire ça pour les 500 ans d'Asunción. Donc effectivement, il y a une certaine pression vis-à-vis de cette date. Forcément, ils ont envie de marquer le coup. Et donc, moi, j'en ai entendu parler depuis longtemps. Il y a toujours cette histoire, est-ce que le centre va être rénové ou pas? C'est vrai que ça... Certains disaient que oui, pour les 500 ans, c'est effectivement l'objectif, c'est de marquer les choses, d'avoir faire quelque chose d'ultra bien. Donc on a à peu près une dizaine d'années devant nous pour nettoyer, pour faire joli, pour... Voilà. Bon, pour mettre un peu de contexte, pour ceux qui connaissent pas le centre historique d'Asunción, donc le centre-ville, le centre historique, c'est un peu délaissé, on va dire. C'est-à-dire que, alors il y a du mouvement, il y a beaucoup de personnes, il y a des entreprises, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas laissé à l'abandon, ça serait trop de dire ça, mais c'est pas bien maintenu, on va dire. C'est pas bien maintenu. Il y a des places qui sont super jolies, la Plaza Uruguaya, enfin j'ai plus tous les noms, mais même Calle Palma. La Calle Palma, c'est sympa le week-end, mais tu sens que il manque un truc. Il manque un truc, c'est vieillot, ça n'a pas été rénové depuis énormément d'années. Ouais. Quand on compare au centre exécutif, où là tout est neuf, tout est flamboyant, tout est beau, bah c'est le jour et la nuit entre le centre historique et le centre exécutif. C'est ça. Et ouais, pour rebondir sur les parcs, il y a de l'espace, c'est vert, mais c'est super vieillot. Je sais pas, ça fait pas récent, ça fait presque abandonné, quoi. Ça fait pas récent, ça fait que t'as l'impression que c'est délaissé, quoi. C'est ça. Donc il y a de l'activité, en plus, on dit tout le temps que Asunción, c'est pas une ville où tu peux marcher. C'est vrai. À part le centre historique. Franchement, historique, ouais, tu peux. Centre historique, tu peux marcher, tu peux te balader. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément agréable. C'est pas forcément agréable. Après, moi, j'ai quand même plusieurs retours sur la réalité actuelle. Moi, j'ai des gens qui adorent le centre historique. Ah oui, il y en a qui... Oui. Notamment Jean, qui habite là-bas, c'est un de mes potes. Ouais, Emric aussi, il aime bien. Emric, il adore. Il est venu au Mercado Quattro, il était content. Non, mais en vrai... mais le quartier a du potentiel pour être encore mieux. Ouais. Et aussi, par rapport aux places, si tu compares avec d'autres pays d'Amérique latine, bon, moi, j'en connais pas énormément, mais bon, on va dire, j'ai fait l'Argentine, j'ai fait la Bolivie. Ce genre de place, c'est ultra similaire. Ça existe aussi dans les autres pays. Sauf que la différence avec le Paraguay, c'est que c'est un peu abandonné. Mais en Argentine, en Bolivie, il y a énormément d'activités sur ces places. C'est là que les gens se retrouvent, c'est là que les familles se retrouvent. C'est vraiment des lieux de rencontre sociale. Et ça, je pense que on pourrait avoir la même chose au Paraguay. C'est juste que va falloir faire un petit effort sur la rénovation. Mais tiens, quelque chose là que je viens de penser. En France, on a des employés communaux qui s'occupent des places, qui s'occupent... J'en vois pas à Asunción. Non, alors, il y a des endroits où effectivement il y a de l'entretien, mais c'est plus des endroits fermés. Je pense passer au Los Arboles, là. Oui. Alors, déjà, c'est pas très vert. C'est privé, c'est pas public. Et c'est privé. Là, j'y étais ce matin, là, j'ai pris un petit déjeuner là-bas. T'as été où Panera Rosa. Ah ouais. Ouais, je vais souvent là-bas.
Et il y avait le mec qui, avec son souffleur qui arrêtait pas de souffler Ouais. les feuilles. Il y avait 3 feuilles qui se battaient en duel et il faisait C'est un ça. bordel monstre. Ah bah passer aux arbalètes, c'est nickel, il n'y a pas un pet de travers. Mais parce que c'est privé. C'est ça. Et je pense que oui, en fait, il n'y a pas d'employés communaux comme ça qui s'occupent des places, etc. Alors il doit y en avoir quelques-uns, mais c'est pas comme en France où, tu vois, moi je prends l'exemple chez mon père, qui est dans un petit village du sud-ouest. Ouais. Et mais t'as l'impression que tu vois plus d'employés communaux dans les rues que de personnes qui vivent, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais au moins c'est nickel. Après, à mon avis, ça doit exister. C'est juste que c'est comme en France, c'est le job de planque total, C'est quoi. à la cool. Genre, personne sait où est-ce que t'es, personne sait ce que tu fais. Commence à 9h, 10h moins le quart, c'est le café. C'est un sketch, c'est quoi? C'est Je sais si, les pas. Chevaliers du Fiel. Ah Il y ouais, a ouais. des films et tout là-dessus. C'est sympa. Mais moi, je connaissais quelqu'un qui bossait là-dedans en France. Et il me disait, non, mais en hiver, il y a des journées, on reste au local, on fait rien, quoi. Pas trop vite le matin. Ouais, non, mais genre, il n'y a pas de travail, quoi. Ouais. C'est tranquille, quoi. Moi, j'ai fait mon stage. Tu sais, quand t'es en troisième, tu fais un petit stage de 3-4 jours. Ouais, Et je l'ai fait, moi, avec l'employé communal de mon petit village de Ok. 800 habitants dans les Ardennes. ok. Et on a passé la journée à fumer des clopes. Premier jour, j'arrive. Le mec, il me dit, eh, jeune, tu fumes? Et puis moi, tu vois bien, j'étais en troisième, on fumait des clopes avec des copains comme ça. Je dis, ouais, il me donne son tabac à rouler avec les feuilles, il me dit, roule-toi-en une. Je te jure. C'est la vache. 3 jours. Bon, on avait bossé quand même, on avait élagué des peupliers, on avait planté des buissons. C'était tranquille. Oui, c'est rythme à la cool. Je dis pas qu'ils bossent pas, mais voilà, c'est à la cool. Du coup, pour donner un peu de chiffres sur les, donc ceux qui ont lancé ça, c'est le ministère des Œuvres publiques. Ok. Donc en partenariat avec la Banque mondiale. Donc ils apportent. Banque mondiale? Ouais, je sais pas exactement ce que c'est, faudrait qu'on regarde. Je Ouais, j'ai jamais entendu sais pas parler. comment ça marche. Donc 77 156 millions de guaranis. Donc on va faire la transaction, c'est en 11 millions de dollars. 11 millions de dollars. Donc, ce qui est pas énorme en vrai. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ça me paraît pas énorme. Et ça, c'est une première étape. Ok. Donc, première étape. Donc là, ça va être surtout au niveau des places, etc., de remettre un petit peu de vie là-dedans. Ensuite, il y aura une deuxième étape. Donc, grosso modo, remettre tout ce qui est pavé, trottoir, remettre un petit peu bien. Ouais, du boulot. Ça, c'est quand même C'est nécessaire. le plus gros du boulot. Ouais. Ensuite, enfouissement des câbles. Ouais. Ça, c'est vrai qu'ils l'ont déjà fait sur Cahiers-Palma, je crois. Ah ouais, ils ont Oui, il y a 2 ans. Il y a... pas fait. J'ai Bah, tu pas- vois, il n'y a pas de câble, en fait. Ah, j'ai même pas fait attention. En vrai, tu te rends pas compte parce que ça paraît naturel, Ouais, mais ça fait une grosse différence. ouais. Clairement, c'est pas mal. Bah, surtout que oui, dans le centre historique, t'as les câbles, ils pendent quoi. Donc... Ah ouais, Non, donc enfouissement des câbles. Après, ça va être tout ce qui est rénovation des réseaux d'eau, des égouts, etc. Nouvel éclairage également, Ok. qui sera un peu plus moderne. Et un point aussi important, c'est l'ancienne gare ferroviaire. Donc, c'est un lieu vers le centre historique. Il faut savoir que Asunción, c'est le premier pays d'Amérique du Sud à avoir eu un réseau public de trains. Ouais. Qu'ils ont payé cash aux Anglais, Voilà. pour la petite histoire. Ouais, Ça c'est leur ça. a eu des problèmes après, parce que les autres pays aux alentours se sont dit comment ça se fait qu'il y a un petit pays comme ça qui paye cash un réseau ferroviaire. Tu On va m'étonnes. aller voir ce qui se passe. Tu m'étonnes. Après, ça a été abandonné par la suite. Ouais. On va dire c'est plus des pressions vis-à-vis du pétrole. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Et D'accord, ça, j'ai pas eu. ils voulaient fermer ça parce que c'était pas assez rentable pour eux, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Mais du coup, il y a quand même, il y a quand même une grosse station qui est au centre Elle est magnifique. cette d'Asunción, très jolie. gare. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de, ça c'est intéressant. Il y a des rails en fait dans tout ce qui est Asunción, etc. Et donc il y a plusieurs projets. Donc là, ils veulent réutiliser ce centre ferroviaire pour faire plus un lieu culturel. Ok. Donc pour le centre, c'est déjà super intéressant. Et par rapport aux rails existants, c'est une très bonne chose parce que il y a pas mal de projets qui veulent faire des trains de banlieue encore à Asunción. Oui, il y avait ce fameux projet avec les Sud-Coréens. C'est ça, il y en a plusieurs. Il y a pas que eux. Ouais. Pour le moment, c'est pas fait. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà les trajectoires. Donc, si un jour ils veulent le faire, il n'y a pas obligé de détruire toute la moitié d'un quartier pour faire passer des rails. Ouais. Il y a déjà pas mal de trajectoires qui sont faites. Donc ça, c'est quand même positif. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ça va être petit budget pour le moment, un peu rénovation. Deuxième étape, ça va être ramener un petit peu de l'effervescence dans le centre, ramener des commerces, faire vraiment une zone où les gens peuvent aller. Aujourd'hui, ça donne pas trop envie. Aujourd'hui, le centre, il y a du monde la semaine parce que les gens y bossent.
Le week-end, Calle Palma. Le week-end à Calle Palma, parce que c'est là où il y a un peu, où il y a des trucs. Et puis quand il y a des événements. C'est ça. Les gens y vont. Mais sinon, c'est mort. Sinon, c'est mort. Mais là, le but, c'est justement, ils disaient ramener des commerces, dynamiser la zone. C'est principalement ce qu'ils disent. Ok. Donc, tout ça, c'est dans un but long terme, 2037, comme on l'a dit. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Il y a ça qui va démarrer, ce qui est déjà une très bonne chose. C'est déjà bien qu'il y ait un projet. Bon, après, il faut qu'il le démarre. Mais c'est déjà bien. Là, ça va démarrer là. Après, c'est pas suffisant. Mais on espère, dans cet horizon de 10 ans, qu'effectivement, il y ait vraiment un boom au niveau du centre historique, rénovation de tout ce qui est un petit peu building. Il y a un super potentiel. T'as la Costanera juste à côté. Tu peux vraiment faire un truc sympa dans le centre historique. Bon, maintenant, c'est vrai que il y a certaines zones qui sont pas forcément recommandées. Non, c'est sûr. Notamment Pas très sécure, on va le dire. quartier le plus connu, c'est Chacaritas. Ouais. Alors, il y a plusieurs parties. Partie haute, ça va, tu peux visiter. Partie basse, moi, j'ai fait avec un guide. À partir de la partie basse, il m'a dit non, là, on rentre plus. C'est zone de non-droit, quoi. Et puis, c'est collé au centre historique. C'est ça. Donc à ouais. voir. Mais par rapport à ça, juste pour terminer les perspectives d'évolution de cette partie-là de la ville, il y a plusieurs choses. Donc déjà, toute la rue Artigas, donc c'est en remontant la Costanera, on a une rue qui remonte vers le nord d'Ascension. Là, on a Distrito Perseverantia qui est en train de se faire, qui va commencer à être livré à partir de la fin d'année pour les premiers tours. Après, ça va continuer sur environ 5 à 7 ans. On a un projet de planétarium aussi, pas loin d'Artigas, donc déjà assez stylé. Donc vraiment, c'est des zones qui sont en plein développement. Et par rapport à ça, on a aussi le pont du Chaco, qui est pas loin, donc c'est quand même une zone stratégique. Et par rapport à ça, il y a pas mal de rumeurs qui disent que le gouvernement veut nettoyer les quartiers type Chacaritas, etc. Donc cette volonté-là, elle montre que il y a un fort enjeu économique, que le but c'est d'avoir justement un centre à nouveau dynamique et de faire plein de projets, plein de croissance dans cette zone-là. Il y a un moment, ils vont être obligés. Bon, quand ils disent nettoyer, la réalité c'est que ça va être déplacé autre part malheureusement, mais ils vont sans doute y arriver à un moment. Oui, parce que toute cette zone près de la Costanera, c'est des habitations en tôle, quoi. Hein. 4 bouts de tôle et les gens vivent dedans. Malheureusement, il n'y a pas la clim, il n'y a pas. C'est compliqué un peu cette zone, quoi. Hein. C'est ça. C'est de la pauvreté, malheureusement. C'est de la pauvreté et on rebondit tout le temps là-dessus au final. Il y a quand même beaucoup de progrès qui a été fait là-dessus au Paraguay sur les 10 dernières années, par exemple. Énormément. Ouais, je sais plus si tu avais les chiffres, tu m'as. Oui, alors je les ai plus en tête, mais je crois qu'ils ont réduit de 60% le taux de pauvreté sur le Paraguay sur les 10 dernières années. Alors c'est pas ça exactement, mais c'est un chiffre énorme. Ouais, je crois que c'est un truc du genre. Et il y a plein de programmes du gouvernement. Donc tu as le programme Cero Hambre, donc ça veut dire aucune faim. Donc qui aide justement les gens à qui puissent se nourrir. Et il y a aussi des programmes, je sais pas si tu as vu ça, c'est pour que les Paraguayens soient propriétaires. Oui, alors c'est machin Pora, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est un nom en guarani. Pora, un truc comme ça. C'est ça. Pour les aider à... Donc c'est des familles modestes, voilà, bon, ils font des petites maisons, c'est très modeste bien sûr également, mais ça leur permet d'être propriétaires, d'avoir un job, de pas payer de loyer, et donc de pouvoir progresser aussi dans la vie, en termes de pouvoir d'achat, etc. Ouais. Donc il y a plein de choses qui se font. Pour le moment, il y a juste cette première étape qui est signée, qui est financée. On verra par la suite, mais pour moi, c'est quand même prometteur. C'est prometteur, puis c'est une bonne nouvelle, quoi. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Clairement. Ok, top. Bah, de toute façon, on suivra l'évolution et puis on vous communiquera un peu quand il y aura un peu plus de choses concrètes, en espérant que ça commence bientôt les travaux, qu'on puisse voir vraiment que ça avance. Ouais. Top. Ok, donc ça, c'était un peu pour la news de la semaine. Maintenant, on va passer un peu aux entreprises. Alors, on va pas non plus rentrer dans les détails, hein. On va faire un peu un retour d'expérience sur les boîtes ici. Ouais. Donc, nous, on a ouvert 2 entreprises ici. On a ouvert 2 entreprises différentes. On a ouvert une EAS et on a ouvert une SA. Ouais. EAS, alors je suis pas sûr de ce que ça veut dire, entreprise par action simplifiée. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est la SARL, on va dire, un peu de la France, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'entreprise la plus simple à ouvrir, la moins coûteuse, avec des délais les plus rapides. Voilà. C'est vraiment pour inciter les gens à entreprendre de manière facile, quoi. Voilà, donc l'ouverture de démarrer. l'entreprise, 3 semaines à 1 mois, on va dire.
Ouais, max. C'est En à vrai. peu près ça, 3 semaines à un mois maximum, le temps que tout se fasse correctement. Ça coûte à peu près 500 € peut-être l'ouverture, un peu moins. Ouais, même potentiellement même un petit peu Je me moins. rappelle plus combien Ah, on a payé, mais c'est à peu près ça, quoi. donc ça, c'est avec un avocat. Avec un avocat et tout correctement. C'est ça. Si vous ouvrez la boîte tout seul, Je je connais pas crois les. il y a quasiment pas de frais, hein. Mais bon, après, c'est des démarches un peu techniques. Voilà. En Et- fait, le problème ici, c'est que tout peut se faire tout seul. Ouais. Toujours pareil. C'est ça. Hein, c'est toujours pareil. Maintenant, quand on ouvre une boîte, les petits détails qu'il y a à faire, à la DENIT, aux impôts, à la municipalité, faire un potenté commercial, etc. Et Tu quand. te fais pas accompagner par un avocat, tu peux pas faire tous ces petits détails-là, en vrai. Bah, Enfin, ça tu prend du galères, temps. quoi. En plus, t'as des trucs que tu vas potentiellement oublier, tu vas choper des amendes par-dessus. Alors, c'est pas des grosses amendes, mais bon, ça s'additionne vite, hein, quand même. Et justement, ouais, hier, toi, t'as reçu quelqu'un ici au bureau, et justement, qui avait fait sa résidence tout seul, Ouais. et il te disait que il a dû s'y reprendre un pas mal de fois. Ouais, il quoi. a été 4 fois à l'immigration, ouais. À chaque fois, il manquait des papiers, des trucs. Et il a réussi quand même. Il a réussi, mais il parlait bien espagnol aussi. Ouais. Donc. Mais enfin bref. Donc ouais, la EAS, c'est sympa. Nous, c'est ce qu'on a ouvert la première fois parce qu'on voulait que l'activité se lance assez rapidement, qu'on puisse avoir les statuts, qu'on ouvre les comptes bancaires, etc. Donc l'EAS, c'est recommandé pour des personnes qui font pas forcément quelque chose de très réglementé. Enfin, pour des choses très réglementées, il doit peut-être y avoir des petites nuances. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a Paul, Ouais. le français là, qui m'a demandé un peu des informations et par rapport à lui, son projet, je lui ai dit, je sais pas si l'AS c'est suffisant. Regarde la SA, et je lui ai envoyé le Ouais. contact de notre avocat. Au moins, comme ça, il aura les bonnes C'est informations. ça. Bah, en fait, ES, grosso modo, c'est pour tout ce qui va être petite entreprise locale, que ce soit tout ce qui est commerce, quoi. Commerce proximité, ou alors Un bar. pas forcément commerce, mais même petite entreprise, quoi. Plutôt. C'est ça. Après, dès que tu vas passer sur des projets avec des logiciels ou des trucs où tu vas avoir énormément d'employés potentiellement, là, tout de suite, c'est un autre niveau de société. T'es mieux à passer sur une SA. Ouais, c'est ça, société anonyme, comme en France, Comme grosso modo. C'est ça. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes enjeux. Il y en a une, c'est plus petite boutique qui va tourner, l'autre c'est plus investisseur, Si etc. tu veux développer, si tu veux faire rentrer des investisseurs avec des actions, etc., ce sera beaucoup plus simple sur une SA que sur... Tu peux aussi faire rentrer sur une ES, Tu mais peux aussi. c'est juste que c'est pas la même direction. C'est ça. Une SA, ça coûte un peu plus cher C'est ça. à l'ouverture et ça prend un peu plus de temps. Ouais. Quelque chose aussi que je voulais mentionner, quand vous venez ici, hop, vous êtes résident, ensuite vous faites votre résidence fiscale. La résidence fiscale vous donne l'accès à un RUC. Déjà avec ça, vous pouvez faire du business. C'est vrai. C'est comme un statut d'auto-entrepreneur en France. Ça, donc tu vas pouvoir émettre des factures, je sais pas. Imaginons, on va dire un exemple, parce que je pensais à un pote à moi. Le week-end, tu t'arbitres des matchs de foot. Tu factures un petit peu à gauche, à droite. Bah, avec ton RUC, tu peux émettre ça. T'as pas besoin d'ouvrir de boîte. Voilà. Donc, Par contre, à partir du moment où tu as une activité qui se développe, tu as des bureaux, tu as des employés, machin truc, là, il faut ouvrir une ES. Parce que ton RUC seulement va pas être suffisant. exactement. Par rapport au compte bancaire aussi, parce qu'une fois que tu ouvres la boîte, il faut que tu ouvres les comptes bancaires. Alors là aussi, c'est sport. Ça, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. Hein. Enfin, je trouve. Ouais, la plus chiante. La plus chiante, ouais. Plus chiante que compliquée, ouais. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, on l'avait déjà raconté dans une vidéo pour la première entreprise, donc Résident Paraguay. On avait été ouvert plusieurs banques. On avait notamment été à Continental, qui nous avait très mal reçus. Du coup, on s'était barré. C'était en mode, ouais, vous voulez ouvrir un compte? Ouais, ben attends, moi, faut que je vois vos bureaux, que c'est une vraie entreprise, hein, parce que sinon, vous n'ouvrez pas de compte. C'était bizarre, ouais. C'était un peu bizarre comme on nous avait traité. Hein. Et après, ça prend du temps, l'ouverture aussi. Ça prend du temps. Fais-nous un petit débrief, tiens, sur Itao, allez. Parce que toi, t'as fait pas mal d'allers-retours avec Itao. Ouais, non seulement ça prend du temps, après il faut qu'il t'active le truc, il faut qu'il te fasse une capacitation, donc il te faut un appel où il te montre tout, etc. Bon, ça c'est pas trop mal encore, mais et c'est compliqué. Il y a toujours des trucs qui marchent pas. Bah, nous, le compte avait pas été activé Ouais, et ils nous ont fait payer ouais. 3 mois de... Parce qu'en fait t'as un solde minimum à maintenir, et si t'as pas ce solde minimum là, bah t'as des Des frais, quoi. Des frais, ouais. Et le compte n'était pas activé, mais ils ont vu qu'on l'avait déjà créé, mais ils nous ont compté comme quoi
On avait, Ouais. on n'avait pas le solde minimum. Donc ils nous ont fait payer 3 mois de... Bah, c'est logique. C'est logique qu'on n'ait pas le solde minimum si le compte n'est pas activé, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Et puis ils n'ont rien voulu entendre. Hein. Ah, compliqué, ouais. Donc les banques, oui, tu peux ouvrir un compte en banque avec ta boîte, etc. Mais faut être patient, faut faire les choses correctement, dans l'ordre, C'est ça. et pas être pressé. Parce que si vous dites dans 3 semaines, j'ai besoin d'avoir la boîte, le compte bancaire parce que je dois démarrer, oubliez. Hein. Bah, même, on a des gens là qu'on connaît qui ont ouvert un barbeur. Et tu vois, ils étaient encore en train d'ouvrir les comptes en banque récemment, alors qu'ils ont déjà l'activité qui tourne. Ils ont déjà l'activité qui tourne, ils ont déjà des clients, ils ont pas encore les comptes bancaires. Bah ouais, mais en même temps, c'est complicado quoi, un peu. Ici, tu te démerdes, quoi. Ouais. Mais Après, une fois que t'as tout, c'est bon. Mais c'est comme on disait dans une autre vidéo, parfois ça dépend beaucoup de qui tu vas avoir en face de toi. C'est pas forcément une banque meilleure que d'autres. C'est le contact, le banquier avec qui t'es, quoi. Ouais. Ah ouais, totalement. Si vous ouvrez une société, nous on vous recommande de vous faire accompagner. Ouais. On a un avocat qui est super ici, qu'on peut vous recommander sans aucun problème. Il vous accompagnera dans tout ça et aussi avoir un bon comptable. Nous, on a vu hein, au début qu'on est arrivé ici, on a fait. Alors oui, ça coûte pas cher. Il y en a qui vont dire ah moi j'ai trouvé une comptable pour 10 € par mois. Oui. Nous, on C'est ce que tu m'as dit au début. Et ouais, moi je dis c'est super, j'ai une comptable, ouais, mais j'étais naïf, tu vois. Et je dis j'ai une comptable 10 € par mois, c'est super, tiens vas-y Matt, vas-y. Ah bah oui, elle faisait pas les déclarations, on avait tout le temps des trucs, des machins. Moi une fois je lui dis tu déclares ça, elle m'a dit oui, 3 semaines après elle me dit au fait j'ai pas déclaré mais c'est pas grave. Comment ça c'est pas grave? Si tu déclares, non on déclarera le mois prochain. Ouais, un minimum. Donc on a fini, on a passé d'un comptable à 10 balles à un comptable à je sais pas combien. Mais ouais, même justement pour revenir sur cette comptable-là, au début, bon, c'est bien d'avoir des déclarations quand tu es au Paraguay. Ouais. Dans ce qu'on appelle les IVA. Donc en général, il en faut 6. C'est ce qui est le plus fréquent. Moi, j'avais besoin de mes 6 IVA, donc je lui demande de faire les déclarations. Et sur les 6, il y en a 2 qu'elle a sauté, quoi. Donc au lieu d'attendre 6 mois, j'ai dû attendre 8 mois. Ouais. Tout ça parce que j'ai voulu aller au moins cher, mais c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Non, c'est pas la meilleure solution. Aujourd'hui, on a un comptable qui est super. Alors, il parle pas anglais, je crois. Il parle que espagnol et allemand. Ouais, Espagnol et allemand. Ouais. C'est un Paraguayen. Alors, on le paye un peu cher par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Au moins, on a un service de qualité. Non. Et même, il nous dit tout le temps, si vous voulez que je me déplace pour venir au bureau, vous avez des questions, Ouais. le mec se déplace. Ah ouais, il vient au bureau. Des fois, on se fait des petites sessions un peu comme ça de questions. Quand on envoie un WhatsApp, dans une demi-heure, on a une réponse. Moi, souvent, j'envoie les messages le soir, parce que tu sais, j'ai l'idée qui me traverse l'esprit. Je me dis, bon, je l'envoie maintenant, comme ça, j'oublie pas. En fait, j'attends pas à ce que le mec réponde le soir, mais parfois, il est 21h et il me répond, quoi. Ouais. Ah ouais, non, il est efficace. Genre, il est super efficace. Ah ouais, il est vraiment... Cristaldo, là, il est top du top. C'est super, ouais. Mais voilà, donc ouvrez une société, ça se fait. Faites-vous accompagner, c'est mieux, je pense, parce qu'il y a plein de petits détails à vérifier. Les comptes bancaires, soyez patients. Ouais. Ça s'ouvre. Faut être patient. Et ils aiment bien quand même quand il y a un bureau hein, pour l'entreprise. J'ai remarqué. Ouais, c'est mieux. Si vous n'avez pas de bureau, essayez de faire passer votre bureau chez vous, mais dites pas. S'ils vous demandent si vous avez un bureau, dites pas ah bah non j'ai pas de bureau, je suis tout seul. Bon, ça va être red flag pour eux quoi. Ouais. Parce qu'à mon avis dans le passé il y a dû avoir pas mal de personnes qui ont. Mais même de manière générale, les banques paraguayennes, si vous êtes jamais au Paraguay, vaut mieux pas le dire quoi. Oui. Il faut montrer patte blanche quand même. C'est ça. Il y a plein de pays. Je pense par exemple à la Géorgie, beaucoup de gens qui ont des comptes en banque là-bas. T'as pas besoin d'être dans le pays, tu y vas, t'ouvres et c'est plié quoi. Le Paraguay, ça marche pas trop comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a dû y avoir des problèmes de par le passé, des gens qui ont ouvert des trucs, qui n'ont pas dû payer telle ou telle chose et se sont retrouvés dans la merde quoi. À mon avis, ça doit être des histoires comme ça, je pense. Ouais. C'est comme l'histoire là en Asie avec les fermetures de comptes bancaires là, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, je crois que c'est ces 3 pays. Ouais. Des millions de 86 millions, je crois, un truc comme ça. Ouais, des millions de comptes bancaires fermés, affolant quoi. Ouais, c'est dingue. Ça fait peur, hein. Du jour au lendemain, tu reçois un email, bon monsieur, on ferme votre compte, virez votre argent, sinon, hop. Ouais, c'est pas évident. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour de quelqu'un qui s'est fait fermer son compte. Pourtant, on a vu pas mal de personnes en Asie. Ouais, en Asie, non. Mais Moi, pour une petite histoire, je me suis fait fermer mon compte en France. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait... Quelle banque? Banque Populaire. En fait, je leur indique que du coup, je change d'adresse, que j'étais au Paraguay, etc. Ils me demandent des justificatifs. Et bon,
Disons que j'étais en vacances à ce moment-là et que j'ai oublié de les envoyer pendant peut-être 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je reçois un mail, voilà, votre compte est fermé, quoi. Ils ont pas perdu de temps, quoi. Ah, ils n'ont pas voulu. 2 semaines, c'est quand même rapide, quoi. Ouais. J'ai pas eu le temps de me retourner. Ouais. Alors que moi, la banque que j'avais en France, j'aurais stipulé que j'étais au Paraguay. J'ai même pas eu besoin de fournir de preuves, mais par contre, j'ai eu un formulaire à remplir signé. Je signé sur l'honneur que maintenant j'habite au Paraguay. Ah, ce truc. Hop, j'ai signé, je leur ai envoyé et c'était fait, quoi. Ok. Alors au début, le banquier me dit, je l'appelle. Alors en plus, ce banquier-là, c'est vraiment il est mort de rire, quoi. Il me dit, Monsieur Beaupied, vous avez pas de souci, vous pouvez vivre où vous voulez, on s'en fiche, on va le garder votre compte, vous inquiétez pas. Ouais. Hop, il raccroche. 20 minutes après. Oui, Monsieur Beaupied, il va falloir que vous me signiez quand même quelques documents. Il a dû se faire taper sur les doigts, C'est ça. tu sais. Lui, il est optimiste, mais il a oublié qu'il travaillait dans une banque. Ouais. Donc c'est tout, il m'a envoyé le document, j'ai signé, puis c'était bon, quoi. Ok. Mais enfin bref, donc voilà un peu pour le petit retour par rapport à ça. Dernier truc important, pour ouvrir une société au Paraguay, il faut une cédula. Donc vous devez être Ça, résident. C'est important. Vous devez avoir votre carte de résident, faire votre cédula qui est la carte d'identité paraguayenne et ensuite ouvrir votre entreprise. La seule manière d'outrepasser ça, c'est de passer par le programme investisseur. C'est-à-dire vous allez vous enregistrer en tant qu'investisseur au Paraguay. Donc là, ça demande d'avoir un vrai projet, ça demande de faire des promesses d'embauche, au moins 70 000 $ d'investissement. Donc pour ouvrir une boîte. Et donc avec ça, vous avez statut investisseur, vous pouvez obtenir la permanente en l'espace de moins d'1 mois, la cédula permanente également. Et donc là, je pense en l'espace d'1 mois, on peut déjà avoir une société, quoi, avec ce statut-là. Par contre, voilà, il y a une promesse d'investissement de 70 000 $ et une promesse d'embauche. Ouais, ça c'est un peu plus lourd. Ouais. Après, pour quelqu'un qui a déjà des boîtes en France, il sait déjà comment ça tourne, il a l'infrastructure, il a le capital, c'est tout à fait adapté. Pour quelqu'un qui se dit, oh, peut-être je vais faire un truc, non, je conseille pas. La résidence temporaire de 2 ans, c'est super facile comme programme. Il n'y a aucun prérequis, entre guillemets, pour rentrer. Donc, autant passer par là. C'est plus simple. Totalement. Super. Bon, on termine là-dessus? On termine là-dessus. Nickel. Bon, bah, allez, on termine. Si la résidence au Paraguay vous intéresse, allez voir dans la description. Il y a sûrement 2-3 liens qui peuvent vous intéresser. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.